On va commencer donc par les anomalies du développement que je vais animer avec Annie Clément et avec une première présentation sur les actualités scientifiques, PNNDS, malformation pulmonaire congénitale. Christophe Delacour qui va commencer et donc à nous parler de ces projets, de ces actualités scientifiques. Merci Christophe. Bonjour à tous. Déjà, meilleurs vœux à tous ceux que j'ai pas vus depuis le début de l'année. Et donc, avec Frédéric Amry, on a fait vraiment un condensé des projets et des projets qui sont en cours et puis des projets à venir sur cette thématique des anomalies de développement pulmonaire, tout en restant dans le condensé de 30 minutes. Donc, on va essayer de faire ça au mieux. Alors, le premier projet qui concerne avant tout la thématique des anomalies de développement, c'est le projet MALFPULM. Vous savez, il s'agit donc de cette cohorte prospective qui a maintenant terminé ses inclusions en juin 2018 avec 436 femmes dont le bébé avait eu un diagnostic prénatal de malformation pulmonaire congénitale. Et donc, à l'automne dernier, nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette étude puisque les enfants avaient un suivi jusqu'à l'âge de 2 ans. Et donc, le dernier enfant inclus est né, a eu la fin de son suivi en octobre 2020. Donc, nous avons maintenant l'ensemble des datas pour analyser l'ensemble de ce projet. Alors, je vous avais présenté avec Frédéric l'année dernière déjà les premiers résultats qui étaient issus. Je vous le rappelle de façon extrêmement brève. Ce projet avait déjà permis de décrire parfaitement la prévalence des différents phénotypes malformatifs en prénatal, avec à peu près la moitié des malformations qui ont un aspect purement hyperéchogène et l'autre moitié qui contiennent des kystes, soit purement kystiques, soit mixtes, associant kystes et zones hyperéchogènes. Et environ une malformation sur 5 ont l'identification d'une vascularisation systémique en prénatal. L'autre résultat important, je dirais, dans cette cohorte prospective, c'est la description de la prévalence exacte des complications observées en prénatal, avec, on le voit, une prévalence finalement très faible, puisque si on enlève la simple déviation médiastinale, les arguments pour une compression plus sévère, qu'il s'agisse de l'inversion du diaphragme, un hydramnios, un ascite ou pire, un anasarque, eh bien, on est à 5% ou moins de 5% des fœtus qui ont ce type il y a eu 6 morts fétales globalement dans cette cohorte, ce qui est 1% de la cohorte. Donc, globalement, on a quand même une description assez rassurante de ces malformations en prénatal. Et puis, il y a eu une première publication que je vous avais montré également l'année dernière qui permet dès à présent de beaucoup mieux connaître et prédire l'histoire naturelle de ces malformations en prénatal, puisqu'on avait pu montrer qu'il y avait d'abord une différence d'évolution entre les malformations hyperéchogènes et celles qui étaient kystiques, et puis la définition du marqueur CVR avec un seuil de 0,4 dès le diagnostic qui permettait de différencier les malformations qui ne seraient jamais compressives de celles qui étaient à risque de compression prénatale. Les analyses en cours, eh bien, il y a un groupe d'obstétriciens qui s'est mis en analyse autour des thérapies fétales, parce qu'évidemment, ça les intéresse beaucoup de savoir si les interventions fétales modifient l'histoire naturelle de ces enfants. Et il y a une quarantaine d'enfants, de fœtus qui ont eu une thérapie donc en prénatal, et donc l'analyse est en cours. Il y a ensuite la description et les déterminants des lieux d'accouchement dans cette cohorte, puisque évidemment, à partir du moment où on va mettre à disposition un modèle, c'est important de savoir d'où on part. Et puis, les premiers résultats de cette analyse sont que clairement, aujourd'hui, les lieux d'accouchement n'ont aucune logique particulière et qu'il y a énormément d'accouchements qui sont faits en centre d'expertise et qui ne justifie pas le recours à ce type de structure.
Et puis, il y a également une troisième approche qui devait avoir lieu en 2020, mais qui n'a pas pu avoir lieu puisque c'était un radiologue québécois qui devait s'investir sur les comparaisons prénatales entre écho et IRM, et malheureusement, à cause du Covid, cette personne a dû retourner dans son pays et donc cette analyse reste à faire. Alors, sur les projets, il y a également eu la concrétisation des projets moléculaires et donc la fin du PHRC-MAKP. Il y a eu donc cette approche transcriptomique qui est quand même très intéressante parce que, comme vous le voyez, cette étude a permis vraiment de montrer que quand on fait une analyse transcriptomique, on arrive vraiment à avoir une clusterisation des différentes pièces opératoires et d'un seul côté, on retrouve tous les tissus sains et de l'autre côté, tous les tissus de malformations kystiques. Donc, il y a vraiment une signature transcriptomique qui différencie considérablement le tissu malformatif du tissu sain. Alors, Guillaume Lesmy avait fait une analyse complète, je ne vais pas rentrer dans le détail, il a isolé la signalisation TGF-bêta2 et son récepteur TGF-bêta-R1 comme clairement surexprimé dans les malformations pulmonaires, et il y avait des travaux antérieurs qui montraient déjà que quand on modifiait cette signalisation, on avait des développements kystiques au sein des poumons, donc c'est vraiment très intéressant. Et puis ce PHRC a aussi permis par les tissus recueillis de nouer des collaborations pour également évaluer un certain nombre d'aspects. Et donc on a collaboré avec l'équipe de Constance Barazone à Genève qui, elle, a fait l'analyse protéomique, et c'est vraiment très intéressant. Et puis avec l'équipe de Lucie Janotte à Québec, qui, elle, s'intéresse vraiment aux déterminants des blastomes pleuropulmonaires et qui regarde le rôle d'un facteur de transcription YY1 qui joue dans la signalisation FGF10. Alors, l'autre aspect de notre groupe, ça a été de se lancer dans l'écriture d'un PNDS qui, normalement, aurait dû se terminer en décembre, mais c'est vrai que, bon, on a pris un peu de retard avec cette année particulière, mais enfin, on a bien avancé quand même. Donc, les pathologies couvertes, elles sont vraiment les malformations pulmonaires localisées, donc les malformations adénomènes kystiques pulmonaires, séquestration, atrésie bronchique, emphysème lobaire congénitaux et kystes bronchogéniques. Il y a un groupe de rédaction qui comprend des imageurs, des pédiatres médecins, des pédiatres chirurgiens, des anapathes et des obstétriciens. Donc, c'est vraiment un PNDS, on va dire, multidisciplinaire. Et puis, il y a un groupe de relecture assez étoffé dans tous ces domaines qui comprend au final 29 personnes et 16 villes représentées. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Toute la rédaction est terminée. La première relecture a déjà été faite par les collègues du prénatal, de l'imagerie et de l'anapathe. Il reste à lancer là la relecture du postnatal médical et du postnatal chirurgical, avec un retour attendu mai-février, et j'espère que la validation finale aura lieu fin mars. Donc, vous savez que l'année dernière ont débuté les RCP des anomalies de développement pulmonaire dans le cadre de Respirar, qui ont lieu tous les premiers mardis de chaque mois avec la solution Adobe de Respifil, avec les référents que vous avez là. Et ce qu'il faut noter, c'est donc l'importance des pneumologues, bien sûr, de Christophe et de Camille de Lyon, des radiologues, de Laureline et de Clémence, d'Alexandra Benaki. Quand il y a des dossiers anténatales, c'est très important de le dire quand on veut un avis anténatal, parce que Alexandra ne peut pas être là à chaque fois, et elle fait l'effort d'être là quand on a besoin d'elle. Donc je modère, et puis je voulais faire un grand merci à Myriam qui s'est beaucoup donné pour que ça marche, et je trouvais que ça marchait pas mal, puisqu'en moyenne on a 2 à 3 dossiers qui sont passés en 1 heure. On a 9 à 15 personnes sur chaque RCP, jusqu'à une vingtaine, et tous les thèmes sont abordés, les agénésies, les hypoplasies, les masses tumorales, etc., avec des avis diagnostiques ou thérapeutiques, anté ou postnatal. Il est important d'essayer de transférer les images pour que Laureline et Clémence aient le temps de les voir
et de donner leur réelle expertise radiologique via Nexus. Maintenant, c'est quelque chose qui devient, et depuis peu, très facile. Et puis, un des rôles probablement du modérateur, ça va être d'essayer d'avoir le suivi de ces patients pour savoir ce qu'ils deviennent. Et pas mal de ces dossiers sont également passés au niveau du comité thorax. Alors, je vais tout de suite sur la deuxième partie de la diapositive, sur les avis urgents du comité thorax, qui se font sous forme de mail anonymisé à tous les chirurgiens du comité thorax, qui sont un peu plus d'une vingtaine. L'avantage, c'est que entre le moment où vous posez la question et le moment où vous avez la réponse, se passe quasiment moins de 24 heures pour avoir les réponses de ceux qui ont déjà vu ce type de pathologie. Et vous avez 10 à 15 réponses pour vous aider. Donc, important, on a eu des problèmes de diagnostic anténatal. Les gens ne savaient pas ce qu'ils allaient dire à leur famille, donc ils nous ont posé la question, les chirurgiens. Des problèmes de tumeurs, de diagnostic anténatal pulmonaire, des problèmes de pathologie lymphatique, quoi faire, ça ne se passe pas bien, d'agénésie pulmonaire mal tolérée. Et ce sont des dossiers qu'on a pu ensuite refaire passer pour avoir l'avis supplémentaire des pneumologues et des radiologues au niveau de Respirare. Donc c'est quelque chose qui double pas, mais qui se complète très très bien. Et des problèmes de traumatisme. Au niveau du comité thorax, on n'a pas beaucoup avancé cette année, puisque je pense que vous savez que les chirurgiens, ils ont diminué leur activité chirurgicale, mais ils ont considérablement augmenté leur activité de secrétariat, puisque ça a complètement désorganisé tous les blocs opératoires. Et donc, c'était un peu une année compliquée. Et je n'ai pas encore le résultat du PHRIP de KPDP qui évalue la kinésithérapie post-opératoire après une chirurgie pulmonaire qui est menée par Madame Chicoine et Monsieur Lardy à Tours. Les inclusions sont toujours en cours. Pour le PHRC qui est accepté, il a clairement été mis en stand-by parce que tout a été orienté vers la recherche sur le Covid et clairement on n'a pas beaucoup avancé là-dessus et les premières inclusions sont maintenant prévues en juin 2021. Il y a eu une grande enquête nationale sur les boutons incarcérés dont on devrait avoir un résultat le 22, puisque le 22 c'est la réunion du comité thorax et qu'on pourra diffuser à l'ensemble des pneumologues. Et puis c'est un comité qui marche plutôt pas mal puisque Christian Piola, après une présentation au comité l'année dernière, a lancé un module de recherche sur le pneumothorax idiopathique. Olivier Abot de Toulouse sur les tumeurs bronchiques. Guillaume Potvin met en place une recherche sur les éventrations diaphragmatiques qui nous intéresse beaucoup. Et puis, on parle aussi des malformations de la paroi thoracique. Enfin, voilà, et merci beaucoup, en tout cas, à Christophe de nous tirer comme ça en avant à ce point-là. Et désolé des retards possibles notamment sur le PNDS. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire cette année. Je pense que dans les anomalies de développement, en fait, il y a trois situations. Il y a une situation très simple qui sont des anomalies de développement de diagnostic prénatal, dans lequel il n'y a pas vraiment d'errance diagnostique, mais il y a possible errance de parcours de soins d'enfants qui resteraient hors CRMR. Donc ça va être vraiment le rôle du PNDS et des communications auprès des différents centres pour, renforcer la connaissance de notre existence. Ensuite, il y a une deuxième situation qui sont les anomalies de développement dans un contexte de pathologie syndromique, et ça, je pense que c'est quelque chose où il y a plus d'errance, parce que si le respiratoire est au deuxième plan, et bien souvent, il peut être sous-estimé, voire pas du tout exploré. Et donc, je pense que ça, la conséquence de ça, c'est vraiment pousser toutes les équipes à s'impliquer systématiquement dans les centres de diagnostic prénataux, et d'inscrire le respiratoire dans les différents PNDS de toutes ces anomalies syndromiques. Ça a été fait par exemple dans l'atrésie de l'œsophage, dans les hernies de coupole, mais il y a beaucoup d'autres situations, je pense aux cardiopathies congénitales par exemple, etc., où d'inscrire le respiratoire me paraît absolument essentiel, mais ça c'est vraiment
dans l'inscription de ces fonctionnements multidisciplinaires qu'on y arrive. Et puis la troisième situation, c'est que je vois, c'est l'anomalie de développement découverte sur des symptômes postnataux. Eh bien ça, oui, il va falloir décliner un certain nombre de signes d'appel qui imposent une évaluation spécialisée, mais j'allais dire que c'est déjà existant. On ne va pas inventer la poudre sur ce sujet. Voilà, il faut regarder un peu comment les autres font faire et puis proposer quelque chose qui soit assez similaire. Voilà, ce sont mes réflexions purement personnelles sur ce sujet qui n'a pas encore été vraiment avancé plus dans notre groupe. Christophe, dans les analyses génétiques, donc tu as parlé donc de mutations sur des gènes carcinogènes. Oui. Comment vous avancez dans ce programme-là? On collabore en fait avec la plateforme de l'HEGP, la plateforme du cancer de l'HEGP, qui a donc un panel de gènes précarcinogènes et pour lequel la sensibilité d'environ, ils arrivent à détecter quand tu as un ratio allélique d'environ 1%. Donc, ça veut dire que tu as quand même un niveau de sensibilité qui est très fort. Donc, on arrive à dépister sur ce panel au sein de tissu une cellule mutée si elle est présente, on va dire, à environ 1% du total du matériel génomique. Voilà, et donc on a Caras, on a FGFR2 et on a P53 qui sont pour l'instant dans les gènes identifiés. Pour compléter la prévalence que tu donnes de 11% par rapport à la prévalence de mutations retrouvées dans le tout venant, on va dire, je ne sais pas comment on dit, c'est beaucoup plus important? Ah bah oui, parce que tu n'es pas censé avoir des mutations sur Caras dans un tissu normal. Hein. Il n'y en a pas, donc. Okay. Il y a une question qui est la suivante. Pouvez-vous préciser comment se réalisent les avis en urgence avec mail anonymisé? Alors, c'est très simple. Le chirurgien de votre centre m'envoie un mail en me demandant de demander l'avis au comité thorax, au groupe, avec en pièce jointe un PowerPoint ou un PDF de l'observation dont il souhaite parler, et je diffuse au groupe. Et l'ensemble du groupe répond tout de suite.